Aujourd'hui, nos séminaires qui sont organisés par les doctorants ont changé de nom. Ils s'appellent « À la recherche de la performance ». Et c'est pas pour rien que ça a changé de nom, hein, c'est pour se rapprocher le plus possible de la performance et l'indiquer. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on va vous présenter des travaux aujourd'hui. Des travaux donc, qui vont associer à chaque fois un chercheur et un entraîneur. Donc on va commencer aujourd'hui avec Franck Brochery et Cyril Brejbull qui vont se présenter. Et le format, c'est 20 minutes d'exposé, pile, et 20 minutes de questions derrière. On fera une petite pause et on enchaînera après avec Claire Thomas et Anthony Couder. Merci. Merci Jean-François pour ton introduction. Donc moi je me présente, je suis Franck Brochery, pour ceux du département vous me connaissez. Depuis quelques mois maintenant je suis à l'INSEP et j'interviens en tant que chercheur, physiologie de l'exercice, physiologie environnementale et biomécanique en particulier, donc attribué au thème, pas mission, thème 3 sur le geste sportif. Tu te présentes? Donc Cyril Brejbull, je suis entraîneur physique à la Fédération de tennis entre le Centre national d'entraînement et l'INSEP et accessoirement doctorant sur la même thématique pour laquelle Franck s'est spécialisé. On est issu du même labo avec le même directeur de recherche, en l'occurrence Grégoire Millet. Donc nos atomes crochus sont notamment à la base sur ce point commun avec le directeur de recherche. Et géographiquement, on s'est rapproché à l'INSEP avec son arrivée au laboratoire et des collaborations naissent et vont se développer. On va essayer de vous faire partager un peu ce sur quoi on a travaillé et on continue de développer des axes d'entraînement et de connaissances autour de la physiologie de la performance avec l'hypoxie. Voilà, en particulier. Donc du coup, mon titre est peut-être pas opportun, on va parler plus d'hypoxie que de chaleur, mais c'était important parce que sur les perspectives de développement, on va travailler sur les deux modèles. Donc voilà, donc en introduction, moi j'ai axé mes thématiques de recherche sur deux axes. Un premier qui est lié à la compréhension des mécanismes de la résistance à la fatigue en m'appuyant sur deux principaux facteurs, les facteurs biomécaniques et les facteurs neurophysiologiques au sens large. Donc ça inclut les facteurs métaboliques, neuromusculaires, etc. Donc très rapidement, la fatigue, donc c'est l'inhabilité à maintenir une force ou une puissance requise sur la production d'un exercice. Ça date d'Edwards en 81. Et puis plus récemment, on a changé la définition, les auteurs ont changé la définition pour la réduction donc induite au cours d'un exercice de l'habilité d'un muscle à produire une force ou une puissance, même si l'effort peut être maintenu. Depuis, Enoka a encore changé cette définition en ajoutant les facteurs psychologiques, mais ça ne rentre pas dans le cadre de cette présentation. Donc pour ce faire, moi je m'appuie particulièrement sur un exercice, la répétition de sprint, parce qu'elle répond exactement aux exigences de ces définitions, à savoir qu'il va y avoir une réduction de la performance au cours de l'exercice, même si on peut être toujours capable de maintenir les efforts. Voilà, donc la répétition de sprint, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Donc c'est la faculté à répéter des efforts brefs, inférieurs à 10 secondes dans la littérature, avec des récupérations passives ou actives qui sont très courtes, en général inférieures à 30 secondes. Le point intéressant, c'est que même si c'est débattu dans la littérature pour les sports intermittents comme les sports collectifs, football ou rugby, en termes d'entraînement, ça reste un outil intéressant. En termes scientifiques, ça reste un outil extrêmement intéressant aussi, puisqu'on va jouer sur les facteurs neuromusculaires, donc là, le sprint, la meilleure performance en termes de sprint, sur des facteurs mécaniques, puis sur des facteurs physiologiques liés à la production de force, de puissance, de vitesse. Et puis on va jouer sur la composante récupération qui est liée au facteur aérobie, la VO2 max, mais aussi tout un ensemble de facteurs physiologiques dont la saturation d'oxygène et la masse en hémoglobine qui est un facteur lié aussi au stress environnemental. Voilà, donc ce fameux stress environnemental est aussi un outil très intéressant pour justement
vérifier et mieux comprendre les mécanismes de cette résistance à la fatigue. Puisque, vous le savez peut-être déjà, la chaleur, donc supérieure à 30 degrés, qui va permettre une augmentation de la température centrale ou du cerveau, et l'altitude, qui va diminuer l'apport en oxygène au niveau musculaire et du cerveau, va induire des problèmes au niveau du système de régulation de l'organisme et accélérer l'apparition de la fatigue, en particulier sur les muscles locomoteurs, et donc réduire la performance physique. Ça va se faire à plusieurs niveaux, au niveau cardiaque, pulmonaire, musculaire et cérébral, sans rentrer dans les détails, avec différentes influences. Et qu'est-ce qui se passe en termes de performance quand on performe dans ces conditions? Donc je prends l'exemple des sport co parce que je suis ancien sport co, et ça correspond à l'exercice d'efforts répétés. On va pouvoir constater dans le premier cas de la chaleur qu'on est capable d'améliorer ses qualités de vitesse en raison principalement d'une amélioration de la contractilité musculaire. Par contre, je t'interromps, est-ce que tu peux parler plus fort parce qu'on n'entend pas? je suis supposé avoir un micro. Il n'y a pas de retour. Là, ça n'a rien à voir, Franck, c'est pour la caméra. Okay. Par contre, si tu peux rentrer dans le champ de la caméra, ce serait mieux. Yeah. Approche-toi un peu. Un peu plus près encore. Voilà, c'est bon? On est bien? Tu pourras couper au montage. C'est nettement mieux là. Donc j'en étais où? Voilà, par contre, c'est bon? Vous m'entendez? Par contre, en termes de répétition de sprint, en termes de distance parcourue, on aura une détérioration de la performance. Et il en est de même pour l'altitude, pour d'autres raisons. Donc la diminution d'apport d'oxygène, on va améliorer la qualité de vitesse, principalement en raison d'une diminution de la résistance de l'air, une augmentation du métabolisme anaérobie. Et puis, comme pour la chaleur, ça va impacter la répétition de sprint et les distances parcourues au cours d'un match ou d'un effort prolongé. Donc, ces différents facteurs, ces différentes études un peu plus mécanistiques, je ne vais pas vous présenter les résultats parce que ce n'est pas le but de ce séminaire, mais nous ont permis de trouver quelques applications pratiques, donc notamment en termes d'importance de l'activation musculaire, de l'importance de la vitesse de réoxygénation entre les efforts, de l'importance du maintien de la fréquence de la foulée et de l'importance de la raideur musculaire et de la force horizontale. On en arrive au deuxième axe qui me tient à cœur parce que moi je suis un homme de terrain à la base, c'est le développement de méthodes innovantes, et on va toujours s'appuyer sur ce stress environnemental en proposant des méthodes innovantes. Donc moi je suis particulièrement intéressé aux effets de l'hypoxie, de l'entraînement hypoxique, avec donc RSH, la répétition de sprint en hypoxie, et puis la nouvelle méthode, vivre en haut, s'entraîner en bas et en haut, donc living high, training low and high. Et ces différentes méthodes vont avoir un impact positif sur l'amélioration de la performance physique, en particulier sur les deux versants, aérobie et anaérobie. Et maintenant, nous allons voir comment. Donc, rapidement, toujours, j'ai fait le choix de parler de l'hypoxie et non pas de la chaleur en termes de contraintes de temps. Et puis parce que c'est plus relié aux travaux que j'ai déjà effectués. Voilà. Donc suite aux Jeux Olympiques de Mexico, en fait, l'entraînement hypoxique s'est développé à cette période-là. En particulier, donc je vais vous éviter la soupe à l'alphabet, en particulier sur la première méthode, la méthode traditionnelle, donc vivre en haut, s'entraîner en haut, LHTH. Et puis la méthode LHTL qui est le gold standard, donc vivre en haut, s'entraîner en bas. Et puis depuis peu, une nouvelle méthode qui a été développée, dont on va parler en particulier, le Living Low Training High, donc vivre en bas, s'entraîner en haut. Donc le gold standard, l'importance du gold standard en fait, c'était de profiter des aspects bénéfiques de l'hypoxie, d'une exposition chronique, et de garder une intensité d'entraînement en s'entraînant au niveau de la mer. C'était basé principalement sur les mécanismes liés à l'érythropoïèse et le développement de différents facteurs sanguins. Et voici l'exemple. En général, en hypoxie, on va induire une diminution de la fraction d'oxygène inspiré. On parle de pression inspirée ou pression artérielle. Et ça va enclencher
l'activation d'un facteur transcripteur génétique qu'on appelle le facteur inducible à l'hypoxie, IF1-alpha, qui lui-même va activer des adaptations moléculaires et activer donc l'angiogenèse, l'érythropoïèse et la production de la masse en hémoglobine. Cette masse en hémoglobine a été démontrée pour améliorer la capacité, donc la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène et donc la performance. Effectivement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, c'est très schématique, mais voilà l'idée principale. Depuis peu, il y a de nouvelles visions et hypothèses qui ont été avancées relatives à différentes adaptations au niveau central, au niveau périphérique, et qui seraient susceptibles d'apporter des bénéfices pour les sports intermittents en particulier. C'est sur ce quoi nous avons travaillé. Donc avec le groupe de Grégoire Millet, nous avons refait le panorama des méthodes en ajoutant différentes méthodes. Je ne rentre pas dans les détails, mais en particulier donc les deux que j'ai cités, la répétition de sprint en hypoxie, via l'importance d'avoir un effort intense qui serait bénéfique pour améliorer la performance. Et puis cette dernière méthode, qui est la combinaison de la méthode gold standard, vivre en haut, s'entraîner en bas, avec la répétition de sprint, tout simplement, pour bénéficier des deux effets. Très rapidement, des résultats donc de nos études. Désolé, c'est encore en anglais. Donc des joueurs de foot de haut niveau, mais moins de 18 ans, donc répartis en deux groupes. Donc un groupe qui faisait de la répétition de sprint en hypoxie, un groupe en normoxie. Pendant 5 semaines, un travail mixte à base de travail explosif, pliométrie, changement de direction et course à haute intensité. Et les résultats principaux ont montré des gains effectivement dans les deux groupes, puisque en normoxie, ils faisaient aussi la répétition de sprint, donc ils ont progressé. Mais des gains plus importants pour le groupe faisant la répétition de sprint en hypoxie, avec un effet possiblement bénéfique pour le groupe hypoxique. Et c'est encore plus visible sur un autre test, donc un test de répétition de sprint où on a inclus des changements de direction. Donc vous avez aussi des gains, mais avec un effet particulièrement intéressant pour la répétition de sprint en hypoxie. De façon anecdotique, nous avons constaté sur un VAMEVAL qu'il n'y avait pas, après 5 semaines d'entraînement, d'effet sur la composante aérobie. Juste un point sur le fait qu'on n'ait pas été les seuls à travailler sur ce modèle. Il y a différents groupes de recherche, donc nous beaucoup, mais il y a aussi des Anglais, des Autrichiens, des Japonais et des Australiens qui ont travaillé dessus. Une étude a montré supposément un effet bénéfique, celle de Montero et Lundby, donc un groupe suisse, des concurrents, entre guillemets. Mais il s'avère que sur cette méta-analyse que nous avons faite, qui est encore en révision à l'heure actuelle, même cette étude apparaît positivement bénéfique pour la répétition de sprint en hypoxie. Donc je tenais à le noter avec un effet largement significatif en faveur de la répétition de sprint en hypoxie. Donc ça clôt entre guillemets le débat sur le bénéfice ou pas de cette nouvelle méthode. Pour revenir au fait que les joueurs ne développaient pas leur qualité aérobie, on est parti du postulat que si la fameuse méthode standard permettait d'augmenter la masse en hémoglobine et la performance aérobie, et si la nouvelle méthode répétition de sprint en hypoxie était efficace pour améliorer la résistance à la fatigue, donc la répétition de sprint chez les joueurs de sport co, on avait certainement un effet bénéfique de combiner ces deux méthodes pour potentialiser la performance à la fois aérobie et anaérobie des joueurs de sport collectif, mais aussi de sports intermittents comme le tennis, même les sports de combat. Donc là, on a fait une autre étude avec des joueurs de hockey sur gazon, niveau international, répartis en 3 groupes. Un groupe contrôle qui vivait et s'entraînait au niveau de la mer, un groupe qu'on a appelé LHTL qui vivait donc en altitude et s'entraînait au niveau de la mer, et puis un groupe avec la nouvelle méthode, vivre en haut, s'entraîner en bas et en haut. Ils ont passé 15 jours en conditions hypoxiques, donc conditions normobariques, altitude simulée, avec un taux d'exposition supérieur à 14 heures pendant ces 15 jours, donc 14 heures par jour.
Et en supplément, ils avaient à répéter donc 6 séances sur ces 15 jours de à peu près 50 minutes de répétition de sprint. Donc pour le groupe LHTL en normoxy et pour la nouvelle méthode LHTLH en hypoxie. Donc l'exercice, 4 séries de 5 sprints de 5 secondes avec 25 secondes de récup, 5 minutes entre les séries. Le point intéressant, c'est que ça a été fait en conditions écologiques, c'est-à-dire sur le terrain, avec leurs chaussures et à l'aide d'un outil novateur, donc un tunnel hypoxie de 45 mètres de long qui permettait de faire ce type d'effort en conditions hypoxiques. Une petite vidéo, si on a le temps. Je ne sais pas à combien de temps on est. Voilà, juste un exemple. Vous vous rendiez compte ce que la répétition de sprint pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, c'est effort maximal. Et là, ils sont donc à 3000 mètres dans ce fameux tunnel. Voilà, donc en fait, on faisait la séance façon pratique. 6 joueurs, le modèle 5-25 qui nous permettait de travailler avec 6 joueurs dans le tunnel et en aller-retour pour pouvoir gagner du temps et passer et contrôler les joueurs en même temps. Voilà, le protocole rapide, donc après une période de contrôle, des pré-tests, l'intervention, post-test immédiatement après l'intervention et un deuxième post-test 3 semaines après pour voir les effets retardés. Contrôle de la charge d'entraînement, questionnaire, fréquence cardiaque, poids, etc. Et puis, mesure donc des qualités physiques avec un test de répétition de sprint, 6 fois 20 mètres, 20 secondes de récupération. Et puis, il y a un test un peu plus aérobique, spécifique au sport collectif, donc le yo-yo intermittent recovery test, niveau 2. Et puis, on a fait des mesures physiologiques. Donc, les premières mesures d'hémoglobine masse, qui consistent à inhaler du monoxyde de carbone en circuit fermé pendant 2 minutes, faire des mesures sanguines avant, après, et on a par équation le calcul de la masse en hémoglobine et différents facteurs hématologiques. Et puis de l'autre côté, si j'arrive à la mettre en route, voilà, une biopsie musculaire, donc faite sur le quadriceps, donc avec l'aiguille de Bergstrom. Donc c'était des athlètes de haut niveau, donc c'était là le plus dur à réaliser. Oui, pour les âmes sensibles, fermez les yeux. Voilà, mais sachez que les 35 sujets, donc sportifs de haut niveau, qui ont fait les Jeux Olympiques, étaient capables de courir après sur tapis roulant. On avait une deuxième manip dans la manip. Ils étaient capables de courir dans le quart d'heure qui suivait. Et le lendemain matin, ils étaient sur le terrain, ils s'entraînaient. Et sur les 35, je vous avoue, on a eu un joueur qu'on a dû ménager. Mais les autres ont tous été capables de faire le protocole. Et le joueur ménagé a récupéré le protocole dans les jours qui suivaient. Bref, rapidement, la charge d'entraînement, juste pour vous montrer que finalement on a vraiment la même charge d'entraînement pour les 3 groupes. Donc, sur la période avant manipulation et pendant la manipulation, effectivement, il y a un effet forcément de l'ajout supplémentaire de l'entraînement pour les 2 groupes. Et puis en termes d'exposition hypoxique, pas de différence. Donc on est bien sur un contrôle parfait des expositions hypoxiques. Le premier résultat d'importance concernant l'hémoglobine masse, donc des changements importants pour les 2 groupes d'intervention, donc que ce soit le vivre en haut, s'entraîner en bas avec la répétition de sprint en normoxy ou la nouvelle méthode d'entraînement, donc le LHTLH. Donc à poste 1, des gains qui sont du même ordre de ce qui est vu dans la littérature. Donc on parle de 1% pour 100 heures, on est à 3 à 4% pour 250 heures, 220 heures. Et puis, un point intéressant, on a été un des rares à démontrer qu'on était capable de maintenir ce taux d'hypoxie, d'hémoglobine masse pendant au moins 3 semaines. Donc cette hémoglobine masse serait susceptible de traduire les résultats observés sur les qualités aérobies, donc la distance parcourue au cours du yo-yo test. Donc là, vous pouvez constater des gains pour les 2 méthodes, encore une fois, et qui sont encore améliorés à poste 2. Et puis le résultat le plus intéressant pour nous sur la résistance à la fatigue, donc on a pris le temps cumulé. Donc là, comme ce sont des temps, on a des pertes, mais ce sont des gains finalement en termes pas visuels, mais en termes de performance. Donc on a bien une adaptation positive à poste 1 pour les 2 méthodes, avec des gains supérieurs qui sont doubles pour la méthode
Living High, Training Low and High, la nouvelle méthode, vivre en haut, s'entraîner en bas et en haut. Et puis de façon intéressante, à poste 2, 3 semaines après, c'est le seul groupe qui est capable de maintenir ses gains sur la répétition de sprint. Donc un point vraiment important pour les sports collectifs et les sports intermittents. Du coup, ces gains, on a été tenté de les transcrire via les adaptations moléculaires qu'on a pu observer. Donc là, on va faire très vite. Je ne vais pas vous embêter avec la soupe à l'alphabet. Mais voilà, nous avons une activation de IF1 qui est significative pour le groupe avec cette nouvelle méthode d'entraînement, vivre en haut, s'entraîner en bas et en haut, alors qu'on ne l'a pas avec la méthode classique, puisque en général, on active IF1 et il va se réguler ensuite dans le temps, alors que là, avec l'addition des exercices, on va maintenir l'activation. Et du coup, ça engendre une cascade d'adaptation moléculaire, donc au niveau des porteurs de l'oxygène, comme myoglobine et VOGF, de la biogenèse mitochondriale, alors que vous voyez bien qu'il n'y a aucun changement sur les autres, enfin significatif, parce que ça a bougé un peu sur LHTL, mais pas de façon significative. Et puis, des gains au niveau du métabolisme mitochondrial. Donc on a bien un effet prépondérant de la superimposition du RSH sur la performance. Donc en conclusion, rapidement, 2 interventions intéressantes pour améliorer l'hémoglobine masse et la performance aérobie spécifique, et puis la superimposition qui permet d'induire des adaptations moléculaires et donc des performances au niveau neuromusculaire et anaérobique. Donc cette nouvelle méthode est vraiment efficace et intéressante pour obtenir des gains simultanés sur les 2 pôles, les 2 versants, aérobie et anaérobie. Les voies à explorer, je vais finir sur ça avant de passer la parole à Cyril. Donc moi maintenant, en arrivant à l'INSEP, en bénéficiant d'un outil comme la Thermoroom, il me paraît intéressant d'utiliser les 2 stress, donc en essayant de voir ce qu'on appelle la tolérance croisée. Donc ça serait l'effet d'un entraînement sur un stress, tel que la chaleur ou l'hypoxie, et l'effet bénéfique qui se traduit, sans être passé par cet entraînement, sur l'autre stress. Voilà, tout ça parce qu'on pourrait gagner du temps en termes d'augmentation de la performance, et aussi parce qu'il y aurait des mécanismes communs liés à l'activation de IF1, volume plasmatique et efficience cardiaque. Et puis la deuxième option que j'aimerais investiguer, en fait, ce serait la combinaison des 2 stress. Donc maintenant, on peut le faire dans la Thermoroom, mettre du matériel hypoxique pour pouvoir induire un double stress, à la fois en termes d'hypoxie, de manque d'oxygène, et de chaleur, donc de thermorégulation. Donc c'est l'idée de cette année, si possible, de réaliser, je vous mets juste un exemple en labo, des méthodes, donc des études un peu plus mécanistiques qu'on a faites sur tapis roulant, en conditions chaudes, donc on n'était pas dans la chambre parce qu'on a eu un problème. C'est un tapis avec des plateformes de force, du coup on voulait le poser à Aspetar à l'étage. Et problème puisqu'il y a résonance et donc bruit sur le signal. Donc on a été obligé de le mettre au sous-sol. Du coup on n'avait plus la chambre environnementale dans laquelle on voulait l'installer. C'est pour ça que vous avez les radiateurs à côté. Et pour l'hypoxie, pareil, on a dû bricoler. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'altitrainer avec les bouteilles d'azote et d'oxygène à côté. Voilà. L'autre idée, ça serait d'individualiser, donc en termes d'entraînement, la dose de stress environnemental, parce qu'on se base sur un taux fixe, donc soit une altitude fixe pour tout le monde, mais on a des bons et des mauvais répondeurs, peu importe, pareil pour la chaleur. Donc de plus en plus, les auteurs parlent de se cibler sur le seuil de saturation ou de température centrale. Donc ça reste à étudier, toujours en termes d'entraînement, de voir la périodisation de l'entraînement, parce qu'on a encore trop peu de connaissances, donc les micro-réponses de ce type d'entraînement, l'effet de 2, 3, 4 séances, on ne sait pas encore. Période d'affûtage, donc ça irait dans le sens oui. Et puis réponse et adaptation à différents types d'exercices, puisqu'on peut cumuler, on n'est pas obligé de travailler seulement sur la répétition de sprint, mais on peut cumuler le stress en termes d'exercice. Donc maintenant, revient au goût du jour la répétition d'efforts musculaires en hypoxie, donc on parle du RTH. Donc ça serait l'effet de la combinaison de différents types d'exercices. Voilà, je vais passer la main ou la parole à Cyril, et juste pour vous dire que les 2 méthodes que je vous ai présentées ont été principalement utilisées pour la dernière préparation de la dernière Coupe du Monde de rugby
par 2 nations, donc les Pays de Galles et la Fédération française de rugby, donc je parle de rugby à 15. Et puis de tennis, mais même rugby à 7, vous avez peut-être fait un peu avant Rio, effectivement. Voilà. Et au tennis aussi qui s'y est mis, et Cyril va vous en parler. Voilà, merci. Il nous reste un peu de temps. Pas beaucoup. Je suis à combien? Il vous a présenté beaucoup de choses en un peu de temps. Oh, bah, ça va. J'imagine que pour ceux qui découvrent l'entraînement en hypoxie, il manquait un peu d'air là du coup. Mais aussi ce qu'il faut retenir de tout ça, me semble-t-il, je parle sous ton contrôle, c'est que notre dada c'est surtout la répétition de sprint en hypoxie. En tout cas, moi c'est la méthode que j'ai proposée pour le tennis à la fédération. On a réussi à obtenir cette salle là, de 120 mètres carrés, à l'intérieur de laquelle on essaye de mettre en place cette... quand je dis on essaye, c'est pas on essaye, on la met en place avec la prudence qui doit accompagner cette démarche, à savoir qu'au début, on est plutôt parti sur 3 séries de 5 répétitions d'un aller-retour suivi d'un aller. Ça fait en général un temps d'effort de 6 secondes. Ça va jusqu'à 6,50, on descend parfois un peu en dessous. Donc moi, je suis l'homme de terrain, là, je vous parle de façon concrète comment ça s'organise. Sur la première année, on a fait à peu près 100 séances, tous les publics confondus. Les retours n'ont pas été chiffrés sur les progrès. Simplement, on a évalué les ressentis, la faisabilité, puisque ça doit aussi s'intégrer dans une programmation de tournoi, dans une programmation aussi qui intègre l'entraînement spécifique, qui doit intégrer la force. Donc tout ça, évidemment, ça a considéré. Les inquiétudes en amont, c'était « oui, mais après ce type de séance, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à mettre de l'intensité ?» Puisque j'en profite pour rappeler que cette technique d'entraînement nous intéresse particulièrement puisqu'on a affaire à un sport à dominante force-vitesse sur le haut niveau, je précise bien. Le temps d'effort moyen, c'est 7 secondes pour un point, 20 secondes de récupération de façon réglementaire. Sur Roland Garros, par exemple, il y a 70% des points qui sont gagnés en moins de 10 secondes. On n'oublie pas qu'il y a 30% aussi qui sont gagnés au-delà des 10 secondes. Donc on a quand même une valeur aérobie de soutien qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui, comme l'a souligné Franck, la répétition de sprint n'est pas corrélée avec une amélioration de la VO2 max. On sait aussi qu'au tennis, la VO2 max est relativement corrélée avec un niveau de performance. Ça ne dit pas tout, mais sur une étude, on voit, je la mets juste après, ici, cette étude montre qu'à la suite d'un niveau de VO2 max le plus haut sur 7 années de suivi, sur un protocole hyper contraignant avec des paliers de 4 minutes, à l'issue de la VO2 la plus haute, le joueur est monté 6e mondial à l'ATP. Voilà. Donc on ne peut pas négliger l'impact de la VO2 sur la performance. D'un point de vue empirique, j'ai fait les mêmes constats sur des joueurs de très haut niveau qui ont fait des deuxièmes semaines de Grand Chelem, voire des finales. Voilà, donc je reviens sur le protocole. Aujourd'hui, ce qu'on va évaluer au mois de janvier sont les effets physiologiques de 4 séries de... On a même changé depuis. On va passer ces derniers jours, puisque là on bosse avec Franck sur les effets immédiats, la réaction un peu des joueurs sur la répétition du sprint sur chaque série. Et on va valider 4 séries de 6 répétitions de 6-24. En gros, on donne départ toutes les 30 secondes. Ils font aller, retour et aller sur l'équivalent d'une largeur de terrain de simple. Vous voyez, c'est ce qu'on a matérialisé au sol. Et entre chaque série, pour s'assurer un temps de récup suffisant, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes et les gars ils repartent. La consigne, c'est à fond. Et à chaque fois, on vérifie que les temps d'effort correspondent à un niveau d'engagement maximal. Voilà. Les effets physiologiques, Franck, encore une fois, les a largement décrits. Moi, je mise sur quoi dans mon activité? Je mise sur une optimisation de la resynthèse de la phosphocréatine de façon à ce que les gars, dans le money time, soient davantage en mesure
de s'engager dans les frappes et de s'engager dans les courses pour bien couvrir leur terrain. Globalement, c'est ça. Après, petit témoignage aussi et méfiance sur l'analyse de l'activité. Si on regarde de façon un peu globale ce qui est dit sur l'activité, ça ne correspond pas à mon ressenti d'homme de terrain, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire que le tennis, on peut s'en sortir. C'est d'ailleurs dans une revue de littérature de quelqu'un qui s'appelle Kovacs, qui est aussi en contact avec le haut niveau sur la fédération américaine, où on pourrait laisser penser que 55 de VO2 pour un joueur de tennis, homme, suffirait. Je pense que c'est pas possible, même si la répétition de sprint en hypoxie, effectivement, n'a pas d'effet là-dessus. Mais moi, je nourris l'espoir que potentiellement c'est un effet là-dessus, et d'ailleurs on va le mesurer dans l'étude. C'est-à-dire que nos pré-tests, enfin nos deux tests, ça va être l'habitat à répéter des sprints, et un test de défense spécifique que j'ai validé avec les copains, où on va mesurer la VO2. Je nourris secrètement l'espoir que la VO2 bouge à la suite de la répétition de sprint. Aussi parce qu'on a affaire à une activité où on n'est pas non plus des super balèzes de la VO2, même si me semble-t-il, de mon point de vue, encore une fois je prends toute la mesure, il faut un minima chez les hommes 65 de VO2 pour être à haut niveau. Voilà, minimum. Et chez les femmes, autour de 60. Et cette étude est assez intéressante dans la mesure où elle précise des niveaux de lactate, non pas d'un point de vue moyenné, mais en montrant le minimum et le maximum qui a été relevé en situation de match pour des joueurs pros. Et on voit que sur les moyennes, en gros, on nous dit au tennis c'est 4 millimoles, plus ou moins, voilà. Donc en gros, ça ne monte pas trop dans les tours, limite on ne va jamais à PMA même sur le court, ce qui est faux. Et je préfère ce warning sur attention au tennis, ça peut monter un peu au niveau des lactates. Donc il faut se préparer à tamponner le lactate quand il est là, il faut se préparer à ce type d'effort. Et quand on fait de la répétition de sprint en hypoxie, on monte au niveau des lactates. On monte jusqu'à 10-11 sur ce qu'on a vu avec Geoffrey Blancano là, sur les dernières séances. Le vainqueur de Roland Garros Junior 2016, entre parenthèses. Ce qui nous intéresse aussi du point de vue de l'activité, puisque ça va arriver en situation de match, quand ça va être un peu au coude à coude. Donc, la répétition de sprint nous amène à des niveaux de lactatémie spécifiques, voire un peu au-dessus, donc tant mieux. La répétition de sprint en hypoxie nous amène à des niveaux d'intensité maximale au niveau de l'engagement volontaire, de ce point, avec le respect des temps d'effort, à peu près, puisque là on a dit on fait 6-24 en situation de match. On n'est jamais à ces intensités de course, puisqu'on est ponctué par les frappes, donc il y a des moments où il faut s'arrêter. Donc on respecte à peu près aussi les temps d'effort, et on a aménagé aussi notre 6-24 pour respecter encore une fois l'analyse de l'activité, puisque ce qui était proposé par les uns et les autres, c'était soit du 10 secondes d'effort, 20 secondes de récup, d'autres 5-25, on est un peu au milieu de tout ça et on fait du 6-24. Voilà la proposition que je peux vous faire en tant qu'application de terrain de la répétition de sprint en hypoxie, des effets qu'on peut y attendre en collant à l'analyse de notre activité. Merci. Juste, Si vous avez des questions. J'en profite pour remercier parce qu'on n'était pas tout seul à faire les manips, donc les différents labos qui ont collaboré, que ce soit la BASPO chez les Suisses, Leuven en Belgique, Bruxelles aussi, et puis l'Université de Nice avec Jean-Benoît Morin qui collabore aussi pas mal ici. Voilà, je vous remercie à tous. Alors, c'est le temps des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Vous êtes subjugué ou pas? Alors moi, je veux bien poser une question. Très novice, je ne suis pas du tout du champ de la physio, mais quand tu compares tes différentes méthodes, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les réponses aux méthodes. Il y a toujours, sur tous les entraînements, il y a des bons et des mauvais répondeurs. Il y a différents profils de répondeurs. Est-ce qu'on pourrait penser que certaines méthodes conviennent mieux que d'autres? Ou c'est juste une histoire de... En fait, en fonction des effets espérés, si on veut, par exemple, ça a été démontré, si on veut, par exemple, améliorer toutes les qualités liées au transport d'oxygène,
donc l'hémoglobine basse, ça a été démontré que si on avait un niveau initial d'hémoglobine basse bas, on avait plus de chances d'améliorer donc sa performance, puisque on avait un range de développement beaucoup plus important. Donc les sports d'endurance, par exemple, ont un niveau initial d'hémoglobine basse relativement élevé. Du coup, ils ont moins de chances de bénéficier des effets. Sur les autres aspects, ça n'a pas encore été démontré, malheureusement. Mais à voir. Mais c'est du même ordre, je suppose, quoi. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Parce qu'en fait, moi, je crois c'était que oui. vraiment la question de... En fait, là, j'ai l'impression qu'on raisonne sur la méthode, elle marche ou elle ne marche pas. Mais en fait, vu l'hétérogénéité que vous avez, elle a certainement marché. Enfin, je parle pour les anciennes, hein, elles ont certainement marché pour certains profils. Ouais. Donc pourquoi ne pas les maintenir avec les profils avec lesquels ça correspond? Ça fonctionne? Bah, c'est ce qui se fait justement, c'est ce que je viens de dire. En fonction de l'hémoglobine masse, du niveau initial d'hémoglobine masse, on a un problème de culture. on sait justement à qui attribuer telle méthode. Okay. Il y a aussi, je crois, un rapport avec l'activité concernée, si j'ai bien suivi l'échange. J'étais un peu... Mais je crois que l'exposition permanente, par exemple, en attitude, si on choisit l'attitude réelle ou l'attitude simulée en champ hypoxique, garde ses vertus pour des sports qui vont viser une amélioration plus ciblée VO2 max, sans rechercher un niveau d'intensité avec une dominante force-vitesse. Donc notre discours il est quand même très orienté sur les sports intermittents. Voilà. C'est aussi à préciser. Non, mais après, le choix des méthodes, là on a parlé que des deux méthodes novatrices, mais le choix des méthodes, si on prend le LH-TH, on sait très bien maintenant que c'est utilisé pour préparer des compétitions en altitude. Parce que là, on rentre sur d'autres facteurs qui sont par exemple la résistance de l'air. Donc si des joueurs de rugby ou de foot ou autres doivent aller faire une compétition dans ce type d'environnement, il faut impérativement se préparer dans ce type d'environnement. Parce qu'on a la trajectoire des ballons qui va évoluer, plus tous les facteurs physiologiques dont on a parlé. Donc ça, c'est impératif. Le Living High Training Low, il est considéré comme le gold standard parce qu'il marche relativement bien avec toutes les populations. À partir d'avoir, ça marche mieux si tu as un taux de masse en hémoglobine plus faible. Ensuite, forcément, le RSH, le LH-TLH, il est plus à vertu sport intermittent. Mais du coup, c'est ça la nouveauté, c'est qu'avant, c'était vraiment réservé au sport d'endurance et on est passé sur le volet sport intermittent, et avec le RTH, il y aura même les sports de combat, tous les sports de force qui vont rentrer dans ce type d'entraînement. Donc avant, on utilisait l'occlusion vasculaire, donc le Katsu chez les Japonais, et maintenant avec le RTH, on va pouvoir développer une multitude de méthodes d'entraînement qui vont bénéficier à différents sports. Donc on a un panel de méthodes d'entraînement qui peut être utilisé par l'ensemble des sports. Et le RSH est également utilisé maintenant par les sports d'endurance. Parce que comme c'est basé sur des adaptations non nématologiques, il y a d'autres améliorations qui bénéficient à ces sports. Donc l'endurance l'économie de course, la capacité de tamponner, tout ça permet aussi de bénéficier et d'améliorer la performance, y compris chez les sports d'endurance. Le choix de la méthode dépend aussi du temps dont on dispose. Si on veut une exposition prolongée à l'hypoxie, donc pour utiliser dormir haut, s'entraîner bas, il faut avoir devant soi au moins 3 bonnes semaines. Au moins 3 bonnes semaines, en gros, il faut au moins 15 jours en attitude, réelle ou simulée. À la suite de ça, on sait qu'il y a quand même une petite forme de dépression qui dure à peu près une semaine, et on pourra être vraiment performant une semaine après la fin du stage. Donc tout cumulé, on voit qu'il faut disposer d'au moins un mois pour aller chercher les effets positifs d'un entraînement en attitude. Est-ce que tous les sports disposent de ça, sachant qu'à côté, il y a aussi d'autres leviers à utiliser pour la performance? Moi, je l'ai fait avec des joueurs de tennis, je suis allé après Manon. On a bloqué 15 jours, on a eu des effets intéressants, y compris sur la perf, parce qu'on a joué le levier VO2 pour le coup, c'est ce qu'on allait chercher avec des joueurs qui avaient des besoins dans ce sens-là. Voilà, tout dépend du sport, de l'athlète aussi. Il y a le sport et ses particularités dans son activité.
Moi, le joueur qui a vraiment un déficit en VO2, j'ai donné des chiffres. Hein. Pour moi, joueur de tennis, il n'a pas 65 de VO2. À un moment, pour aller faire des grandes perfs en Grand Chelem, ça va caler, quoi. Ça va caler. Donc, s'il est trop loin, bah, peut-être qu'on va aller booster un peu ça en allant après Manon, au moins 15 jours. Et qu'une fois qu'on aura boosté ce paramètre-là, on pourra envisager de compléter avec la répétition de sprint en hypoxie, par exemple. Il y a aussi l'addition, le cumul des effets des méthodes d'hypoxie. On peut très bien faire 15 jours après Manon, on redescend, on se remet un peu, et on se remet un bloc de 15 jours de répétition de sprint en hypoxie. Si je m'appuie sur l'exemple du tennis, après, dans d'autres disciplines, peut-être qu'il y a davantage de temps parce qu'il y a moins de compètes, donc on peut envisager les choses différemment. Et puis, il faut envisager aussi les choses du point de vue de l'analyse de l'activité. Voilà, il y a le programme de compète, le profil de l'athlète, donc compète, profil de l'athlète et analyse de l'activité qui vont orienter les choix de l'outil qu'on va utiliser en hypoxie. En fait, c'est comme la charge d'entraînement, la charge hypoxique, elle doit être modulée en fonction. Donc, ouais, mais je pense que c'était un, parce que je connais pas, et deux, peut-être un effet de présentation, que j'avais l'impression que vous mettiez les autres méthodes, en gros... Ben non, c'est parce que là, on a besoin de mettre le focus sur ces deux nouvelles méthodes. Mais, et voilà, mais les autres méthodes existent toujours. C'est toujours, comme l'a dit Cyril, 3 à 4 semaines pour toutes les expositions chroniques. Et la nouveauté, nous, c'est qu'avec ces nouvelles méthodes, on a réduit le temps. Donc en 15 jours, en fait, on peut, ça devient pratiquement applicable parce que, par exemple, les sports collectifs, les équipes professionnelles de foot vont en stage 1 semaine ou 10 jours en attitude naturelle. Du coup, quels sont les effets? On sait très bien qu'au niveau hématologique, on ne va rien développer. Donc ils le font. Peut-être que pour la cohésion de groupe, c'est très bon, mais en tout cas pas d'un point de vue physiologique. Par contre, avec les nouvelles méthodes, on a bien montré que 15 jours suffirait. Et peut-être moins, parce que les Gallois, je vous ai parlé des Gallois, mais on a des mesures, ça n'a pas été publié, mais on a des mesures avec 4 séances seulement, avant des matchs importants, et 4 séances seulement suffiraient à induire donc des adaptations et des gains de performance. Donc c'est ça l'aspect novateur, donc forcément, moi je présente mes... Robin a une question. Justement, ça rejoint un peu ce que tu dis à la fin sur 4 séances seulement, etc. Est-ce que vous avez testé sur un groupe un effet placebo de l'altitude ou des choses comme ça? Ou vous n'avez pas essayé de simuler un effet placebo sur l'altitude, par exemple? Effet placebo. Par exemple, les faire courir dans une chambre hypoxique qui n'était pas une chambre hypoxique. C'est le cas, puisque de toute façon, nos groupes contrôle sont en double blind. Donc, ils sont en double blind? Ouais, toujours. On ne peut pas le faire avec la chaleur, mais avec l'hypoxie, on peut essayer. Voilà. Si, je vous assure, il fait chaud. Voilà. Non, pour l'hypoxie, justement, c'est un critère maintenant pour publier. Si vous n'êtes pas en double blind, les chances de publier sont beaucoup plus minces. En tout cas, pour des journaux à gros impact. Deuxième question, tu as parlé juste du public hockey sur gazon que vous avez fait. Est-ce qu'il y a un groupe, parce que là, c'est la performance sur les groupes très haut niveau, sur un groupe de moins haut niveau ou de... Ouais. Les autres papiers que j'ai mis dans la méta-analyse, on a différentes populations. Donc c'est justement l'intérêt de la méta-analyse, c'est qu'on a différents types de populations, différents types d'entraînement RSH, différentes périodes d'intervention, et on a un effet bénéfique dans quasi toutes les manips. Et la dernière question. Yep. Sur la première diapo, tu avais montré un moment vivre en haut, s'entraîner en bas, et dont une cellule avec augmentation de l'oxygène. Oui. Je veux juste savoir ce que ça donnait, je ne connais pas du tout quand on augmente l'oxygène. Ah oui, justement, non, c'est parce qu'en fait on peut utiliser donc cette fameuse méthode gold standard, on peut l'avoir de façon naturelle ou simuler. Simuler, on va utiliser ou les chambres en jouant soit sur la filtration d'oxygène, soit en modulant l'air ambiant, donc en jouant sur l'apport d'azote, d'accord, soit en supplémentation. Donc la supplémentation, c'est quand on est en hypoxie naturelle, et au lieu de redescendre en pleine, on fait un apport en oxygène et on s'entraîne comme si on était au niveau de la mer. C'est ça le... Et est-ce qu'il y a des études qui ont montré justement par exemple une supplémentation d'oxygène par rapport au niveau de l'oxygène? Il y a sur l'hyperoxie aussi des travaux, mais je ne m'y suis pas penché à l'heure actuelle. Donc il y a des effets, mais je ne peux pas te répondre à l'heure actuelle. Mais il y a quelques papiers qui ont été faits. C'est le groupe de Sperlich qui travaille dessus. D'un point de vue empirique, simplement ce que moi je peux apporter comme élément là, parce qu'on est en plein dedans en plus.
l'intérêt de la répétition du sprint en hypoxie versus ce que j'ai vécu en attitude après Manon, c'est qu'on peut maintenir un niveau d'intensité à côté du développement énergétique. Je me précise. En gros, Geoffrey, là, il fait la séance le matin, il fait que ça. L'après-midi, il joue au tennis comme si rien ne s'était passé. Donc la séance, elle est dure, mais comme elle ne dure pas longtemps, il y a un vrai stress le temps de la séance, mais on en récupère assez vite. Donc l'après-midi, on s'entraîne comme si de rien n'était. Et ça, c'est très important pour associer les impacts, on va dire, de l'entraînement physique, associés aux objectifs spécifiques de l'activité. Et c'est plutôt aussi assez vendeur vis-à-vis des collègues, puisque bah, en gros, ils ne sont pas obligés de lever le pied de leur côté, ou pas trop, hein, il faut toujours rester raisonnable hein, par rapport à la charge de travail, évidemment, mais alors que quand on est en altitude, bon, il y a la fatigue de l'exposition nocturne, on veille aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de fatigue de façon à ce que l'organisme puisse bien répondre au stress hypoxique prolongé, continu. Et à côté, effectivement, on est obligé quand même de doser, d'être raisonnable pour ne pas amener l'athlète dans un état de fatigue qui nuirait aux effets du stage en altitude. Là encore une fois, la répétition de sprint en hypoxie, en temps effectif, c'est 3 fois 1 heure dans la semaine, et à côté, on fait tout le reste, quoi. La force, le jeu, plus tout ce qu'on veut, enfin voilà. Et ça s'enchaîne bien. 2 questions rapides, avec des réponses rapides, s'il vous plaît. Of course. José Brie. Oui. Je voulais savoir combien durent les effets bénéfiques d'un entraînement comme ça. Donc, sur le RSH, on n'a pas encore de réponse, parce qu'il n'y a pas eu de manip où on a des post-tests pour avoir les effets retardés. Sur le LH-TLH, on a réussi à démontrer à 3 semaines, on est capable de maintenir ou d'améliorer la performance physique. Et d'après vous, il y aurait aussi des effets bénéfiques permanents au-delà des plusieurs saisons d'entraînement? Je ne sais pas. Ouais, à l'heure actuelle. En tout cas, nous, on a montré qu'au niveau moléculaire, tout revenait au niveau basal après 3 semaines post-intervention. Mais il se peut qu'il y ait eu des adaptations physiologiques qui aient eu vraiment lieu. Donc au niveau biochimique, etc. Donc, mais ça n'a pas été mesuré, donc on ne fait que supposer pour le moment. Merci. Pascal. La question va un peu dans le sens de celle qui vient d'être posée, de votre réponse. Je voulais savoir si à l'issue des 3 semaines, donc, vous pensiez qu'une séance de rappel pouvait avoir lieu, peut-être 2, je ne sais pas, pour prolonger les effets, et combien de fois, peut-être sur une période de 6 mois, on pouvait répéter comme ça, rappeler cette réponse. Donc ça, c'est un bon point. Ça a été discuté avec le professeur Millet. C'est certainement vrai et on suppose que ça fonctionnerait justement si on faisait des piqûres de rappel comme sur un entraînement classique avec une des méthodes. On aurait certainement la possibilité de maintenir les effets ou alors de rebooster à chaque fois. Mais ça n'a pas été encore validé ou scientifiquement étudié. Messieurs, merci. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je suis nouvellement recrutée à l'UNCEP, mais ça fait depuis 18 ans en fait, que je collabore avec le département de la recherche au niveau physiologie. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les travaux que j'ai fait en partenariat avec Christine Anon depuis 18 ans. Et puis on va vous présenter une des parties des travaux de thèse qu'on a fait avec Anthony, qui soutient sa thèse demain à Marcoussis. Donc petite répétition en avance. Voilà, donc moi je vais vous parler essentiellement du métabolisme énergétique, donc dans la continuité de Franck qui était sur les répétitions de sprint, et vous présenter les différentes réponses physiologiques au niveau du métabolisme énergétique. Alors, ouais, et puis là. C'est parti. Voilà. Bon, donc, c'est bon ? Donc avant de commencer, je voudrais vous faire un petit rappel
métabolique pour représenter, pour vous faire un rappel des différents paramètres cardio-respiratoires qu'on a étudiés, notamment au cours des exercices de haute intensité, à savoir notamment au niveau de la VO2, mais également au niveau du métabolisme énergétique, puisque comme Franck, on est allé également étudier sur des biopsies musculaires les réponses du métabolisme énergétique, et puis vous parlez des perturbations métaboliques qu'on mesure au niveau sanguin. Et donc parler des paramètres qu'on a étudiés dans le cadre du rugby à 7 avec Anthony dans le cadre de sa thèse. Alors si on fait un focus sur le muscle strié squelettique, je voulais juste revenir sur les notions d'apparition de lactate, parce qu'on entend encore des fois que le lactate est un déchet générateur de crampes, etc., ou dû à un manque d'oxygène. En effet, c'est tout à fait faux, puisqu'au cours des exercices de très haute intensité, le glycogène est dégradé en glucose. Ce glucose va permettre de fournir de l'énergie, donc de l'ATP, qui va conduire à une accumulation de pyruvate à l'entrée de la mitochondrie ici représentée. Et cette accumulation de pyruvate, par loi d'action de masse, va conduire à la production de lactate, puisque la mitochondrie a un rythme de vitesse qui est très inférieur au débit de la glycolyse. Donc c'est juste une différence de vitesse qui conduit à la production de lactate qu'on retrouvera ensuite dans le sang. Par ailleurs, au niveau mitochondrial, pareil, on dit que la phosphocréatine ne dure que 7 secondes. Or, la phosphocréatine est perpétuellement renouvelée par le métabolisme aérobie pour produire de l'ATP. Donc nous, au niveau scientifique, on peut mesurer cette production d'ATP par différentes techniques au niveau respiration mitochondriale que je vais vous présenter ensuite ultérieurement. Alors le lactate, qu'une fois qu'il est produit au niveau musculaire, il peut passer donc sur les fibres lentes avoisinantes ou également passer dans le sang, ce qu'on mesure au niveau de la lactatémie. Et 80% de ce lactate va être capté par les fibres lentes, mais également savoir que 20% du lactate peut être capté par le cœur, qui est un muscle, mais également aussi capté par le foie. Et des études récentes depuis 2012 ont montré que le cerveau était également un gros consommateur de lactate. Donc le lactate n'est surtout pas un déchet, mais plutôt un intermédiaire métabolique et permet également une régulation du pH au niveau musculaire, puisqu'à chaque fois qu'un ion lactate sort du muscle, un proton, donc un ion hydrogène, va également sortir de la fibre musculaire. Alors vous allez me dire, ben oui, mais on a également une acidose métabolique en même temps qu'on a une production de lactate. En effet, au cours de l'exercice, lorsqu'on hydrolyse l'ATP, on génère des protons. Donc hydrolyse en présence d'eau, on génère de l'énergie, mais on génère également des protons. Et quand on est dans des exercices de faible intensité d'endurance, on n'a pas d'acidose musculaire. En effet, ces protons sont recaptés par la mitochondrie. Et dans le cas des exercices de haute intensité, on a la mitochondrie qui fonctionne, donc le système aérobie qui permet de fournir de l'énergie. Mais on a également le système de dégradation des sucres qui conduit à une production d'énergie. Mais là, on n'a pas de système de recaptage des protons par la mitochondrie, donc on va avoir une accumulation de protons créant une acidose musculaire concomitante de la production de lactate. Donc bien dissocier la production de lactate de la production de protons qui est concomitante. Alors, pour terminer sur les brefs rappels, en effet, il a été montré dans la littérature des effets négatifs de l'acidose métabolique sur la fonction musculaire, notamment sur le mécanisme d'excitation-contraction, mais également au niveau de la respiration mitochondriale. Alors, pour faire face à ces protons, je terminerai là-dessus en termes de rappel scientifique. Donc le muscle produit des lactates et des protons au cours des exercices de haute intensité. Et il existe un système tampon au niveau protéique, donc au niveau musculaire, à base de protéines qui vont tamponner cette acidose. Et on va voir ensuite les effets de l'entraînement sur ce système tampon. Au niveau du transport du lactate et du proton, il existe différents types de transporteurs qui sont au niveau membranaire et qui vont permettre au lactate et au proton de passer directement dans le sang, à savoir les transporteurs sodium bicarbonate, transport de lactate ou transporteur de sodium proton. Et donc ce qu'on va mesurer quand on mesure avec 10 microlitres ou 80 microlitres de sang, c'est ce qu'on va retrouver ici dans le compartiment sanguin en termes de lactate qui est apparu du compartiment musculaire au compartiment sanguin, des protons et des bicarbonates, ce dont vous parlera Anthony ensuite.
Alors tout d'abord, on s'était intéressé aux effets de la compétition sur les réponses physiologiques. Il y a quelques années maintenant, on avait travaillé sur les réponses au niveau des échanges gazeux, donc de manière non invasive avec à l'époque ce qu'on appelait le K4, donc qui permettait de mesurer les échanges ventilatoires, donc de reproduire des compétitions sur le mode compétition avec les variations de vitesse d'aller sur le terrain. Et on avait caractérisé les réponses métaboliques au cours de 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres, qui sont des compétitions courues avec un départ rapide et ensuite avec des variations de vitesse. Donc avec Christine Hanon, on avait mesuré les contraintes énergétiques au cours de ce type de sprint prolongé de course de demi-fond et on avait montré que sur un 800 et un 1500 mètres, on atteignait 100% de VO2 max. Donc ce qui va à l'encontre des théories que vous avez certainement dû entendre de la courbe de Wall qui dit que le métabolisme aérobie se met en route seulement au bout de 3 minutes, puisque là, sur des efforts tels que 800 ou 1500 mètres, on atteint 100% de VO2 max en moins de 400 mètres. Sur un 400 mètres, on avait également montré une atteinte de 94% de VO2 max, donc des niveaux aérobies très élevés sur ce type d'épreuve. On avait par ailleurs mis en évidence une diminution de la consommation d'oxygène, donc une altération de la réponse en oxygène alors qu'on était à des vitesses supérieures à VMA, donc une vitesse supérieure à la sollicitation du métabolisme aérobie. Qui entraînait donc une chute de VO2 max, où on a essayé de comprendre ensuite les différents mécanismes à ce sujet. On est allé plus loin dans l'investigation, donc comme Franck, sur des biopsies musculaires grâce à des collaborations au niveau international, et on a mesuré là encore, les réponses suite à un exercice, puisque la biopsie, on l'avait réalisée avant l'effort et immédiatement après l'effort, et on avait mesuré le contenu en transporteur de lactate et observé qu'immédiatement post-effort, on avait une altération du nombre de transporteurs de lactate suite à un exercice all-out de 45 secondes. On avait également mesuré la capacité tampon, donc dans d'une autre étude, et là encore, immédiatement post-séance, on avait une altération de la capacité tampon qui était une capacité tampon dite protéique, donc liée à des problèmes de résidus, une altération de certaines protéines. Par rapport aux données de la littérature, nos données convergent puisqu'en effet, il a été montré dans d'autres études, immédiatement post-exercice, des vitesses d'apparition et de disparition du lactate qui sont altérées lorsque l'exercice est mené à l'épuisement. De même, c'est la même observation sur les capacités de transport du lactate mesurées sur ce qu'on appelle des vésicules de sarcolème sur des membranes de muscles, mais également des altérations de la respiration mitochondriale. Donc en conclusion de cette première partie, ce qu'on peut dire, c'est que l'exercice de haute intensité engendre des effets délétères au niveau de la fonction à la fois cardio-respiratoire, enfin délétères entre guillemets, irréversibles, mais des effets délétères également au niveau de la fonction musculaire avec des altérations de la capacité tampon et également des altérations au niveau mitochondrial et de transporteurs de lactate. Alors on peut se poser la question, est-ce que l'entraînement à haute intensité a un effet protecteur sur ces effets délétères, va permettre des adaptations, mais est-ce que ça protège ces effets délétères ? Vous avez ici rapidement une biopsie musculaire qui est disséquée sur la photo ici, pour qu'après on puisse mesurer avec différents types d'appareils, mesurer la respiration mitochondriale. Donc c'est comme une VO2 max, mais cette fois au niveau du muscle. Et on a montré que classiquement, avec l'entraînement, et je vous montrerai après la suite, on permet une amélioration de cette respiration mitochondriale. Donc là, rien de neuf. On a également montré qu'on pouvait augmenter les synthèses protéiques au niveau des transporteurs de lactate, mais aussi des cotransporteurs sodium bicarbonate. Donc encore un effet positif de l'entraînement. Et puis, avant et après l'entraînement, vous voyez ici en noir la capacité tampon. Donc dans cette étude, on a mis en évidence que la capacité tampon du muscle était capable d'être augmentée avec l'entraînement. Mais quand on refaisait faire un exercice après la séquence d'entraînement, un exercice mené à l'épuisement, on avait de nouveau une altération de cette capacité tampon. Et on a retrouvé ces résultats sur les différents paramètres physiologiques, que l'entraînement a des effets bénéfiques pour augmenter la fonction musculaire, mais que l'entraînement ne protège pas des effets délétères de l'exercice. Alors on s'est interrogé, dans les cas des exercices de haute intensité, on a de nombreuses perturbations métaboliques et on a essayé de mettre en évidence une de ces perturbations métaboliques, à savoir l'acidose. Et pour mettre en évidence les effets de l'acidose,
on a utilisé comme méthode l'alcalose induite, c'est-à-dire la prise de gélules de bicarbonate, après validation par le comité d'éthique. Et donc on a étudié, on s'est interrogé sur les effets de l'alcalose sur les réponses physiologiques altérées lors de l'exercice de haute intensité. Donc là, une autre étude qu'on a réalisée ici, donc c'était en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. Lorsque l'on prend des ions bicarbonate, on a observé sur un test de 1 minute, un Wingate, donc c'était pour reproduire les séances, les compétitions de kilomètres en cyclisme sur piste, donc 70 secondes en moyenne. Et on a observé qu'en prenant donc des gélules de bicarbonate 90 minutes avant la séance, on avait une surconsommation de VO2 et qu'on avait une limitation de la chute de VO2, mettant ainsi en exergue que la chute de VO2 pourrait être liée à l'acidose métabolique. Et ceci se confirme par la relation que nous avions entre la diminution de la VO2 et la diminution de la ventilation, que l'on a retrouvé, donc une forte corrélation entre diminution de la consommation d'oxygène et altération de la ventilation, puisqu'en effet vous avez ici le placebo, donc vous voyez les sujets en placebo, donc plus on a une forte chute de VO2, plus on a une forte chute de la ventilation, et que lorsque les sujets prenaient des bicarbonates, on atténuait ces variations de la consommation d'oxygène. Donc ça, mettez là ici en évidence les effets de l'acidose sur la fonction respiratoire, donc cardio-respiratoire avec la consommation d'oxygène. Également au niveau musculaire, donc ça c'était dans le cadre de la thèse de Rémi Delfour-Perroton que nous avons co-dirigée avec Christine Hanon. Donc je vous présente juste quelques résultats. Donc c'était une séance qui était classiquement réalisée à la halle ici par les cyclistes sur piste, 3 fois 500 mètres. Donc en laboratoire, on a reproduit en faisant 3 fois 30 secondes avec 20 minutes de récupération. Et on est allé travailler en collaboration avec Melbourne où on a pu faire des biopsies musculaires et étudier les réponses, donc faire des biopsies au repos immédiatement après la séance, 6 heures et 24 heures post-séance, donc pour essayer de déterminer quel était l'impact du stress de la séance sur les réponses physiologiques. Et vous voyez ici en blanc en conditions placebo et en noir en conditions bicarbonate, on a une surexpression des transporteurs de lactate immédiatement, 6 heures et 24 heures post-séance, lorsqu'on atténue les effets de l'acidose métabolique. Voilà, donc l'acidose métabolique freinerait les adaptations de transporteurs de lactate dans les 24 heures de récupération d'une séance lactique. Donc se pose la question, mais après de la cinétique de récupération en situation d'alcalose. Alors, une des explications, pour stimuler le système aérobie et stimuler les adaptations en termes de transport de lactate, il faut ce qu'on appelle un stress oxydant ou un stress oxydatif. Donc, c'est-à-dire que l'oxygène va induire des adaptations. Si on a trop de ce qu'on appelle d'espèces oxygénées réactives, on passe dans ce qu'on appelle un stress oxydatif et qui peut être néfaste pour la fonction musculaire. Et là, ce qu'on a mis en évidence, c'est que en conditions placebo, on avait un stress oxydatif qui était significativement plus important dans les 24 heures de récupération par rapport à la condition bicarbonate. On a besoin d'avoir un stress, mais c'est comme une courbe en U, donc d'avoir des espèces oxygénées réactives, mais si on en a de trop, ça conduit à des effets délétères. On a besoin de ce stress, donc de ces espèces oxygénées réactives pour stimuler les adaptations au niveau aérobie, mais également au niveau anaérobie. Et les transporteurs de lactate, il a été montré qu'ils étaient régulés par ces espèces oxygénées réactives. Et lorsque l'on a fait une étude où on a donné des ions bicarbonate pour tamponner cette acidose, on a réduit donc ce stress oxydatif et on a observé une surexpression donc, du nombre de transporteurs de lactate, donc une surexpression des transporteurs de lactate lorsqu'on tamponnait l'acidose au cours d'un cycle d'entraînement. On a par ailleurs, donc tout à l'heure je vous montrais que l'alcalose, l'entraînement intermittent pouvait conduire à une amélioration de la respiration mitochondriale. Et lorsque cette respiration mitochondriale était accompagnée d'une alcalose induite, on avait une augmentation de la respiration mitochondriale.
Donc la baisse de pH musculaire pourrait affecter ce qu'on appelle les voies de signalisation cellulaire, c'est-à-dire tous les différents facteurs qui vont conduire à l'expression de gènes qui régulent ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale ou ce qui conduit à l'amélioration du système aérobie. Donc, par l'alcalose induite, nous avons pu mettre en évidence les effets de l'acidose métabolique sur la régulation des paramètres physiologiques et mettre en évidence que l'acidose pourrait freiner les adaptations du métabolisme énergétique. Alors, quelles sont maintenant les conséquences et l'impact de ce stress métabolique sur la performance? Donc, rapidement, puisque je ne vais pas vous présenter toutes les études, on a pu mettre en évidence, donc, chez les athlètes qui faisaient le 3 × 500, si je reprends l'étude de tout à l'heure, qu'en situation de placebo versus bicarbonate, on avait une différence en termes de vitesse sur le deuxième 500 mètres. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait des athlètes, comme tout à l'heure disait Franck, répondeurs et non répondeurs. On avait des athlètes qui étaient répondeurs à l'alcalose, alors que d'autres n'étaient pas répondeurs à cette alcalose. Donc, quelle est l'importance d'avoir un pool de bicarbonate du point de vue physiologique pour la performance? On avait fait une étude avec Christine sur le 400 mètres où on avait fait courir un 400 mètres, puis après on avait repris les temps de passage des athlètes pour leur faire un 300 mètres au même rythme et on avait mesuré les perturbations métaboliques à l'issue du 300 mètres et on avait montré que pour être capable de pouvoir terminer entre guillemets correctement le dernier 100 mètres, le pool de réserve en bicarbonate était fortement important. En effet, plus le pool de bicarbonate est important, plus la diminution de la vitesse sera réduite. Ou à l'inverse, la vitesse sera réduite de manière très importante si le pool de bicarbonate est fortement réduit à l'entrée de la ligne droite. En ce qui concerne les perturbations métaboliques, on a également fait un travail de thèse donc de manière non invasive avec la Fédération française de rugby dans le cadre de la thèse d'Anthony. Et on a travaillé sur différentes variables, que ce soit physique, métabolique, contextuelle, donc de la performance sportive. Donc, Anthony va vous présenter donc, le cas du rugby à 7 sur, en cours de match, en compétition internationale, et donc va vous présenter ces variations. Mais j'ai pas terminé, non, j'ai pas terminé parce qu'après je reprends. Vas-y. Donc je passe la parole à Anthony. Non, c'était pas moi. Je vais essayer de parler sans micro, et si vous m'entendez pas, vous me faites un petit signe au fond. À la lumière, un petit peu comme précédemment, je vais prendre finalement la casquette un petit peu terrain. Donc je suis préparateur physique à la Fédération française de rugby depuis 2012. J'ai en charge le pilotage un petit peu du projet féminin, vraiment centré prépa physique. Et j'ai aussi en charge la préparation physique de l'équipe de France de rugby à 7 féminine. Et donc avec ces travaux de thèse, plutôt un suivi accompagnement scientifique sur l'équipe de France à 7 garçons. Au travers de mes différents travaux de thèse, on est venu essayer de regarder les différents pans des exigences physiques de cette discipline, et on s'est consacré à regarder quelles étaient les répétitions d'efforts intenses dans cette pratique. On a pu, au travers de différentes revues de littérature pour essayer de définir qu'est-ce qu'était une répétition d'efforts intenses, on a utilisé la définition de Spencer qui fait consensus dans la littérature et qui dit que quand il y a 3 tâches de haute intensité qui s'enchaînent avec moins de 21 secondes, on estime qu'on a une répétition d'efforts intenses. Et avec cette définition, on a analysé nos matchs et en pouvant coupler et mettre en phase les données qu'on a issues des GPS avec les données de la vidéo, on a mis ça en phase et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir par match et par joueur jusqu'à un peu plus de 3 séquences de répétition d'efforts intenses par joueur et par match. Donc ici par exemple, sur cette illustration, les 3 actions de haute intensité sont celle d'un sprint, celle d'une course qui vient au-delà de la VMA et celle d'une accélération significative. Ces séquences de répétition d'efforts intenses en rugby à 7, on a essayé aussi de déterminer leur durée. En l'occurrence, on a fait des moyennes à 39 secondes de ces séquences-là, et les temps de récupération entre les différentes actions qui s'enchaînent, on les a évalués en moyenne à 9 secondes. Quel
finalement, quelles sont les contraintes métaboliques suite à ces répétitions d'efforts intenses et à ce nombre d'actions de haute intensité qui en rugby à 7 sont importants. Il y a une seule étude qui s'est consacrée à l'observation des réponses cardiovasculaires en rugby à 7, à savoir les travaux de Suarez-Arones qui ont montré en fait que les joueurs passaient 38% du temps de jeu à des fréquences cardiaques qui étaient supérieures à 90% de la FC max. On se pose quand même un petit peu des questions de la façon dont ils ont pu obtenir ce genre de données, parce qu'aujourd'hui, on a interdiction de monitorer avec des cardio-fréquencemètres les joueurs en cours de compétition internationale, ce qui n'est pas le cas pour les données de mouvement pour les GPS. Et du coup, pour aller donc au-delà des réponses cardiaques, on s'est intéressé un petit peu du coup à ce qui tournait autour des réponses physiologiques et ce qui se passait au niveau sanguin. Donc on a regardé dans la littérature qu'est-ce qu'on avait à ces sujets-là. On a regardé donc en football, on a des concentrations de lactate post-match qui s'élèvent en moyenne, allez, on va dire 8 millimoles par litre de sang. En rugby à 15, on a une seule étude qui a fait des prélèvements et qui a donc eu des concentrations ici à 2,8 millimoles par litre post-match. Et on a une étude sur le rugby à 7 qui s'est aussi intéressée aux réponses lactiques et donc qui a estimé des concentrations moyennes post-match à 11,2. Et donc à la lumière de ce qu'a dit Cyril tout à l'heure, très bien je trouve, c'est que les données moyennes nous posent un petit peu des questions et d'autant plus que cette étude a finalement prélevé que 4 joueurs sur l'échantillon qu'ils avaient et n'avaient absolument pas regardé ce qui s'organisait autour du statut acido-basique. De cette façon, on s'est posé ces questions-là, savoir si on pouvait augmenter l'échantillon des joueurs prélevés, si on pouvait peut-être aussi augmenter le niveau, parce que l'étude précédente était sur un tournoi lambda. Donc en augmentant l'échantillon et le niveau de l'équipe, on s'est posé ces questions, à savoir quelles réponses on pourra avoir sur les réponses lactiques et aussi sur l'équilibre acido-basique. Et pour aller un petit peu plus loin, on s'est posé aussi des questions de savoir si on avait des relations entre les performances physiques sur le match et ces réponses physiologiques. Donc pour cela, on a étudié un tournoi du circuit européen. On a donc suivi les 12 joueurs de l'équipe de France sur 7 matchs. On a regardé en termes de déplacement, qu'est-ce qu'on avait comme course à faible intensité, à haute intensité et à très haute intensité. Ces courses-là étaient calibrées au regard de la vitesse maximale aérobie et de la vitesse maximale de chaque joueur sur le plan individuel. Et on a fait des prélèvements pré-post-match pour les joueurs qui avaient joué le match complet, mais aussi finalement dans le match quand les joueurs étaient coachés, sortaient du match. Les objectifs complémentaires qu'on s'était fixés, c'était de savoir si on avait un impact, désolé pour la vue sur Mac, ça passe pas de la même façon que sur mon PC. On voulait savoir quelles étaient les différences, si on avait des différences au regard du statut du joueur, donc des réponses différentes pour les joueurs qui avaient joué le match complet et ceux qui avaient joué finalement le match de façon incomplète, donc soit remplaçant ou remplacé. On a fait donc des corrélations pour voir si on avait des relations entre ce qui s'était passé sur le terrain et les réponses physiologiques. Les résultats que nous avons obtenus, d'abord concernant les moyennes, c'est donc des diminutions de pH et de pH pour les joueurs ayant joué le match complet et pour les remplaçants remplacés. De la même façon, des diminutions des concentrations de bicarbonate et des augmentations de concentration de lactate à la lumière de l'étude qu'on a précisée tout à l'heure aux alentours des 11,5 post-match. Mais comme on l'a dit, on était un petit peu sceptique sur ces données moyennes et on est allé, pardon, excusez-moi, je rajoute juste une petite info, c'est qu'on n'avait aucune différence entre les joueurs qui avaient joué le match complet et ceux qui étaient remplaçants. Un peu sceptique donc sur ces données moyennes, on est allé regarder dans le détail ce qu'on pouvait avoir et en fait on s'est rendu compte qu'on avait une variabilité intra-individuelle de 32% et une variabilité intermatch de 26%. Donc finalement des variabilités de réponse qui sont importantes. Et quand on a regardé les valeurs moyennes les plus basses, on parle de valeurs nadir, les plus basses en pH et en bicarbonate, on avait donc des concentrations à 7,17 et à 10,2 millimoles pour le bicarbonate. Et pareil, quand on a regardé les pics moyens de lactate par joueur,
Donc on a moyenné ça et on atteignait des valeurs qui s'élevaient à 16,3. Donc rien à voir finalement avec nos données moyennes post-match. Ensuite, on est allé donc observer quelles étaient les corrélations qu'on pouvait faire entre les performances physiques et donc les réponses physiologiques. On s'est rendu compte qu'on n'avait finalement aucune relation entre les distances totales parcourues sur le match et les réponses physiologiques. Et du coup, ça nous a posé question et on est allé, à l'aide des données GPS et de la qualité de la manipulation qu'on peut en faire, on est allé regarder les dernières minutes d'activité qui précédaient finalement le prélèvement. Et là, ici, à ce moment-là, on a eu des corrélations qui sont sorties au regard des distances à haute intensité et à très haute intensité parcourues par les joueurs juste avant le prélèvement. Concernant donc ces réponses métaboliques, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en rugby à 7, donc on a un débit de la glycolyse qui est important au regard des réponses lactiques qu'on a pu enregistrer, des perturbations aussi de l'homéostasie qui sont importantes et je vais le dire de suite parce que je ne suis pas sûr que ça vienne après, qui sont finalement semblables à des coureurs de 300 mètres de niveau régional et donc des corrélations entre les performances physiques et les réponses physiologiques qui finalement précèdent le prélèvement. Ce qui nous permet de caractériser le rugby à 7 comme une activité où on a une forte activité de la glycolyse et donc de la filière anaérobe. Ce qu'on peut mettre en perspective de cette étude, c'est peut-être encore une fois augmenter le niveau, parce qu'on avait étudié un tournoi du circuit européen, peut-être qu'on peut avoir des réponses qui vont être différentes sur un tournoi du circuit mondial. Et pour aller un petit peu plus loin, on s'est questionné sur ce graphique-là qu'on avait élaboré, à savoir donc les concentrations moyennes de lactate post-match. Sur ce tournoi-là, il y avait eu 4 matchs la première journée et 3 matchs la seconde journée. On s'était rendu compte qu'on avait une diminution significative de la moyenne de lactate au 4e match comparé au 3e match. Assez rapidement, on a envie de dire 4 matchs de rugby à 7 dans la même journée, c'est des matchs donc de 2 fois 7 minutes sur grand terrain. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une activité qui est hyper intense, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité et donc on a envie de conclure assez rapidement, peut-être trop rapidement. Bon, ben forcément, 4e match, il y a fatigue, il y a peut-être moins de performances physiques qui sont élaborées sur le terrain et du coup des réponses physiologiques qui en découlent qui sont moindres. Et en fait, on s'est rendu compte que ce 4e match, eh ben, c'était contre une équipe allemande qui était très mal classée à l'époque sur le circuit européen. Ce 4e match avec peu d'importance dans les performances des joueurs, dans le sens où, grâce à leur victoire sur les 3 premiers, ils étaient déjà qualifiés pour les phases finales pour le lendemain. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au-delà de la perf sèche et des réponses physiologiques qui en découlent, peut-être que l'impact du contexte, des variables contextuelles que j'ai développées dans une autre partie de ma thèse, pouvaient elles aussi avoir des impacts sur les performances physiques et donc peut-être aussi les réponses physiologiques qui en découlent. Du coup, je rebondis sur ce sur quoi j'avais anticipé tout à l'heure. C'est donc ces réponses métaboliques un petit peu caractérisées comme extrêmes sont donc semblables à celles donc, de coureurs de 300 mètres, donc encore une fois de niveau régional. Donc ça montre vraiment une activité de la filière anaérobie qui est forte. Donc ces perturbations de l'homéostasie qui sont aussi sensiblement les mêmes que ces coureurs, mais qui sont aussi sensiblement les mêmes que des boxeurs post-round de niveau international. Et donc appuyer encore une fois sur l'importance de regarder ces données concernant le lactate au regard de l'activité qui vient d'être faite, et donc peut-être se dire que les réponses qu'on a post-match ou post-match de tennis ne reflètent pas forcément l'ensemble de l'activité qui a été élaborée par la suite. Je repasse la parole à Claire et je vous remercie de m'avoir écouté.
Donc je termine brièvement en 4 diapos. Hein. Donc forte sollicitation donc, du métabolisme anaérobie au cours des exercices de haute intensité. En tout cas, là ici, ce qu'on a démontré dans le cas du rugby à 7. Et puis la caractérisation des séquences de jeu. Donc ça, c'était une nouveauté sur les séquences de répétition d'efforts à haute intensité. Et ce qu'on aimerait après, c'est aller plus loin dans l'étude des réponses énergétiques sur ces séquences de jeu. Et après, les travailler, pourquoi pas, l'entraînement en fonction des réponses. Donc à ce sujet, sur les projets, hein, pour terminer sur ce que je viens de vous présenter, on avait travaillé avec mon collègue donc, David Bishop en Australie. On avait montré, mis en évidence que sur des séances de haute intensité classiques, 10 fois 2 minutes récup 1, si cette fois on prenait de l'acidose, on avait une inhibition de ce qui va conduire ensuite à l'adaptation du métabolisme aérobie. Donc c'est un des facteurs de transcription qui s'appelle PGC1-alpha, donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est le gouverneur pour stimuler ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale, donc le nombre de mitochondries, et conduire ensuite à l'amélioration des capacités d'endurance. Et lorsqu'on donne de l'acidose, on réduit après la séance, 2 heures après la séance, on réduit ces adaptations, donc on éteint finalement le signal qui conduirait à l'activation du métabolisme aérobie. Donc dans la littérature scientifique et puis de par nos travaux, il ressort vraiment que l'acidose métabolique pourrait être un frein aux adaptations, puisqu'il a été montré que ça limitait la synthèse protéique pendant la récupération et que ça stimulait le catabolisme protéique. Donc on aurait pour objectif de travailler sur la comparaison Non, il a été également montré dans la littérature, donc c'est les travaux du rugby, que des séances de muscu associées à des sprints courts versus des intervalles training, donc c'était par les travaux menés par Julien Robineau, que dans le cas de l'entraînement sprint associé à des séances de force, on avait des meilleures adaptations de VO2 max et de la répétition de sprint que lors de séances d'intervalle training, mais avec un gain de force qui est moindre. Donc on se pose la question, quel est l'effet de l'acidose sur les gains en force, mais également sur les paramètres aérobie. Et donc on aurait pour objectif de déterminer les effets d'un cycle d'entraînement lactique à la fois sur le développement musculaire et le métabolisme aérobie, et de mettre aussi en évidence les effets de l'acidose par la prise d'alcalose, mais également de comparer avec des séances d'entraînement lactique en s'affranchissant de l'entraînement en force, comme l'ont fait les collègues à Marcoussis. On sait par ailleurs, donc, dans les travaux de la littérature, alors là c'est vraiment classique, hein, je caricature, mais que les entraînements en endurance vont être sollicités par différentes voies de signalisation et qui vont conduire à l'amélioration des capacités oxydatives, mais également à l'utilisation et le transport de substrats énergétiques au niveau des muscles, et aussi ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. Donc tout ça conduit à améliorer les capacités d'endurance, et qu'à l'inverse, pour augmenter la force, certes il y a les paramètres neuromusculaires et au niveau nerveux, mais qu'au niveau du muscle, on a toute une cascade de signaux, hein, donc peu importe les signaux, mais qui va conduire à l'hypertrophie du muscle et donc au gain de force musculaire. Et il a été montré dans la littérature un peu une concurrence entre ces adaptations, puisque si on fait un entraînement en force, on peut inhiber les signaux, un entraînement d'endurance, on peut inhiber les signaux d'entraînement en force. Donc ce qu'on aurait également pour objectif, c'est déterminer le rôle de l'acidose sur le développement aérobie et anaérobie, et puis également s'affranchir de ces variations métaboliques en se mettant en situation excentrique pour essayer de comprendre quelles sont les adaptations. Donc si on se met en excentrique, on réduit les perturbations métaboliques puisqu'on réduit la dépense énergétique. Et donc essayer de comprendre après les différentes voies de signalisation sur ces terrain de concurrence, où dans les sports de haute intensité, on a besoin de force, on a besoin d'être capable d'enchaîner les sprints et d'avoir un fort système anaérobie, mais également un fort système aérobie pour à la fois tenir l'épreuve, mais aussi récupérer. Donc, essayer de comprendre ces adaptations au niveau capacité aérobie, force musculaire et également anaérobie. Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli dans l'équipe. Des questions. Je vous écoute. Première question. La prise d'acide lactique, la mesure a été prise à quel endroit? Les doigts, l'oreille ou par un cathéter artériel? Alors, ça dépend des études, puisque nous, on avait fait des études avec cathéter, c'était cathéter veineux quand on avait travaillé sur le... On n'a pas fait de cathéter artériel, donc ça, c'était quand on avait travaillé sur les cinétiques lactiques. Et là, quand on a mesuré les prélèvements, c'était au bout du doigt, en termes de faisabilité. Parce qu'on a largement démontré que la différence d'acide lactique dosé entre un prélèvement au bout du doigt, prélèvement à l'oreille et prélèvement en cathéter artériel
Alors certes, sur des patients en réanimation, mais en état de choc, donc avec une acidose majeure, il y avait très peu de différence entre le prélèvement à l'oreille versus le prélèvement artériel. Par contre, il y a des grosses différences avec le prélèvement au niveau du doigt. Ça peut aller jusqu'à 3 à 4 millimoles d'écart. Donc attention. Donc préférez plutôt faire des prélèvements à l'oreille, où on est assez proche du cœur, que de le faire en distal, en sachant qu'avec la vasoconstriction périphérique qu'il peut y avoir, vous allez avoir en plus des taux de lactate qui vont augmenter au niveau du cœur. En plus, c'est plus désagréable de piquer au doigt que de piquer à l'oreille. Après, c'est la faisabilité en fonction des athlètes, s'ils ont un lobe... Ah non, alors on y arrive, puisque moi je fais tous mes prélèvements d'acide lactique à l'oreille. Moi je vous le dis parce qu'effectivement, là, les traitements, si je peux, il y a des différences nettes. Si je peux me permettre, dans votre question qui suit, je serais intéressé d'avoir l'article qui démontre ces différences-là, ça m'intéresse vraiment. Et en termes de faisabilité, le problème qu'on a nous à l'oreille chez les joueurs de rugby en plein match international, quand vous portez un maillot blanc, ça peut porter un petit peu préjudice, non, même si on sait que dans cette discipline ça peut arriver, on a un petit peu des difficultés de mise en place. Et là, après, en termes de timing, c'était quand vous avez... Non, ça fait pas longtemps que j'ai fait ça. Parce que là, vous me dites qu'il faut être près du cœur. Nous, on a toujours fait nos prélèvements à 3 et 5 minutes pour que volontairement le sang soit brassé et que quand on le mesure au niveau sanguin... C'est en termes de niveau d'acide lactique élevé. Tu l'as effectivement trop élevé au niveau du doigt qu'à l'oreille. Oui, mais à quel timing? Est-ce que c'est immédiatement possible? Je le fais à n'importe quel moment. Moi, je l'ai fait sur pas mal de... Je l'ai fait en test d'effort et je le refais à chaque fois sur l'oreille. Quand je le fais sur les patients en réa, de toute façon, ils sont intubés, ventilés, en état de choc. C'est pas un problème. Et je l'ai fait au judo sur les championnats de France cadet junior, où je m'étais amusé à regarder le taux d'acide lactique après chaque combat sur l'équipe de France cadet, avec des combats, évidemment, suivant que les combats duraient plus ou moins longtemps. Et j'avais pas de souci de saignement sur le kimono. Vous vous doutez bien que le sang sur le kimono, c'était pas de combat. Ouais, j'imagine bien. Donc ça saigne pas. Enfin, ça saigne pas, ça saigne 10 secondes à l'arrêt du combat et c'est tout. J'ai pris cet exemple-là simplement pour vous expliquer que pour choisir nous, s'il vous plaît, pour choisir nous les moments où on nous paraissait opportun de faire le prélèvement après l'effort, on a fait ce qu'on appelle une cinétique de lactate, pour savoir quand est-ce qu'on avait le pic de lactate après un effort intense. Et donc de cette façon-là, il me paraissait, c'est la méthodologie qu'on a choisie, on peut la rediscuter, mais le fait d'avoir pris cette cinétique-là nous permettait d'évaluer en tout cas le moment opportun pour faire le prélèvement. Et de cette façon-là, en ayant prélevé les joueurs de 0 à 20 minutes post-effort, on pense que le moment en tout cas était le bon pour avoir un pic. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment savoir les réelles différences qu'on peut avoir entre le doigt et l'oreille. Un temps d'une demi-heure sur un test de props, par exemple, qui est un test terrain qui a été validé par la fac d'Orsay il y a très longtemps maintenant, parce que j'y ai participé à l'époque, donc ça remonte à 20 ans. Sur le test de props en test terrain, prise de lactate sur une demi-heure, avec prise de lactate initiale à 0, en piquant une seule fois l'oreille. Une demi-heure après, tu es encore capable de prélever plus de 200 à l'oreille sans repiquer. Sans repiquer. Après, là, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau, nous, méthodologique, quand on avait fait, c'était après les test matchs au niveau de l'équipe de France de boxe, avec l'équipe de la... Christine avait travaillé sur la fédé d'athlée, ou en rugby, ou avec le cyclisme, avec les différentes équipes, on a toujours la même méthodologie. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours nos points à 3 et 5 minutes pour être reproductibles, et on les fait toujours au bout du doigt. Donc si après on a un décalage de 2 millimoles entre l'oreille et le doigt, finalement, on aura toujours ce décalage puisqu'on aura toujours, nous, notre même méthodologie, les mêmes appareils, le high-stat qu'on a ici au labo. Je l'entends, il faut juste savoir que le taux de lactate doigt est plus élevé que la réalité. Mais après, voilà, c'est comme les tests de VO2, si on fait des tests d'1 minute ou des tests de 3 minutes, c'est savoir quelle méthode on utilise. Et nous, ce qu'on essaye, c'est toujours d'être reproductible dans les méthodes et que ce soit quelles que soient les équipes de France, on a toujours utilisé les mêmes méthodologies et les mêmes points, justement. On en parlait également avec Franck l'autre jour pour savoir à quel point on se situait, pour avoir le pic de lactatémie, se mettre à 3 minutes, à 5 minutes pour vérifier si ça commence à diminuer ou pas, ou ne pas, être sûr de pouvoir apercevoir le point de lactatémie sur le... Alain, tu avais une deuxième question? Surtout de remercier d'avoir rappelé que le lactate, c'est pas la cause des crampes. Oui. Je n'ai trouvé aucune donnée dans la littérature sur PubMed qui aurait montré que le lactate était générateur de crampes.
Voilà, puis après, nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi, avec l'équipe médicale, discuter sur la possibilité de faire des micro-biopsies et d'aller plus loin dans les investigations en termes de recherche à l'INSEP. Voilà. Et ça, ça serait dans le cadre des projets de thèse qu'on aimerait développer. Et une micro-biopsie, comme le disait Franck, maintenant, il y a des équipes de foot ou de rugby qui se font micro-biopsier. Donc, micro-biopsie, c'est 20 mg. À Melbourne, ils font 400 mg, c'est quand même beaucoup. Mais si on pouvait trouver un terrain d'entente entre... Voilà. Donc, avec plaisir pour faire une réunion là-dessus. Concernant l'alcalose induite, les résultats que vous nous présentez, je n'ai pas entendu à quel moment en fait, vous donniez les bicarbonates et si la dose de bicarbonate était corrélée au poids ou pas. Exactement. C'est 0,3 g par kilo. Donc en fonction de la masse de l'athlète, on va ajuster. Donc ça fait à peu près une vingtaine de gélules d'1 gramme. Donc c'est comme les comprimés de Doliprane qui font 1 gramme. Et il a été validé dans la littérature une technique de prendre les... Donc ça fait à peu près 20 gélules en fonction pour un adulte de 70 kg. De les prendre pendant un quart d'heure avec une petite bouteille de 500 ml. Un quart d'heure, l'athlète prend les gélules, 1 heure de récupération et on démarre l'échauffement. Donc ce qui fait démarrer le test 90 minutes après la prise de... Si on considère qu'on a une demi-heure d'échauffement. Pareil, on standardise. Et il y a un dosage de bicarb qui est fait avant l'effort ? Alors on fait dosage au repos et bien entendu dosage 1 heure après la prise pour être sûr et avant l'échauffement. Ouais. Après l'échauffement, oui pardon, après l'échauffement. Immédiatement avant le début du test, voilà. On vérifie. Et avec une bonne tolérance métabolique. Et là on n'a eu aucun souci gastrique depuis, on s'était appuyé pareil sur les études en collaboration avec nos collègues de Melbourne et aucun souci gastrique si on respecte bien les 15 minutes de prise, 1 heure de repos où la personne ne fait absolument rien pour digérer et assimiler et ensuite on est dans 100% d'écart en alcalose induite ou placebo selon nous. J'ai une question. Est-ce que si on fait pendant un échauffement un effort qui va induire une acidose et donc activer nos systèmes tampons, est-ce que ça permettrait en gros d'avoir un système tampon plus efficace pendant un effort après? C'est des protéines qui sont présentes. Il n'y a pas vraiment d'activation des protéines. Donc là, c'est des systèmes de transport. Et puis, on a des protéines qui sont là pour tamponner, pour fixer les protons qui sont produits. Donc ça, c'est au niveau du muscle. Et après, c'est un système de transport qui est fonction du gradient de concentration. Donc plus on a de lactate et de protons produits, plus le gradient va être important entre le muscle versus le sang. Par contre, au niveau respiration mitochondriale, oui, il n'y a pas de... Mathieu. J'avais une interrogation sur votre choix de la VMA et des 85% de VMA pour définir les exercices de la intensité. C'est 85% de Vmax. D'accord. C'était marqué VMA, c'est marqué Vmax. Sur la diapo, c'est des lignes VMA, je pense que tu as... Non, c'est qu'il y a eu un problème de compatibilité Mac-PC et que du coup, il a... Ouais, en fait, c'est simplement le transfert du PowerPoint de PC au Mac qui s'est peut-être mal mis en place, mais pour vous expliquer, donc, on a individualisé tous les patterns de course des joueurs au regard de leur VMA et de leur Vmax. Mais c'est quoi la variabilité aussi à ces distances-là, ces distances GPS, à ces distances-là? Alors, les données sont valides et reproductibles depuis maintenant quelques années concernant les données GPS, je parle. Oui, c'est le souci des distances et des vitesses à haute intensité. Sur le GPS, on perd énormément. Alors, aujourd'hui, avec des GPS de fréquence entre 8, 10 et 16 Hz, aujourd'hui on utilise des 16 Hz à la fédération, on a des données qui sont valides et reproductibles même à haute intensité. Donc on n'a pas trop de... Sur le dernier congrès de Vienne de l'ECSS, on a présenté ces travaux de repro des données. On n'a pas de... de tête, je ne peux pas vous le préciser, mais par contre en retrouvant les travaux présentés à Vienne, vous aurez la relation qui est bonne. Qui nous permet franchement aujourd'hui de publier des articles avec nos GPS, une technologie française, une digital simulation, avec qui donc on a pu développer cette balise pour aller au-delà de certains matériels qui sont matériaux ou matériels, on va dire, qui sont utilisés par d'autres fournisseurs qui ne permettent pas justement de quantifier les déplacements des joueurs au regard de leurs caractéristiques, en l'occurrence de leur VMA et de leur Vmax.
Pascal. Ma question va plutôt s'adresser à Anthony. Voilà, je veux savoir si tu as parlé de variables contextuelles. Oui. Tu as aussi parlé de la différence d'intensité, enfin en tout cas tu as insisté sur l'intensité du rugby à 7, j'imagine par rapport au rugby à 15 que tu connais également. Les joueurs que tu as testés ont pour la plupart, j'imagine, été formés au rugby à 15. Au regard des interférences que tu as soulignées entre les métabolismes aérobie et anaérobie, les blocages, les blocages qu'il pouvait y avoir au niveau du transcodage, je voulais savoir si tu arrivais à certaines responsabilités à la fédération, comment tu programmerais peut-être, on va dire, la performance à long terme à partir du jeune joueur du rugby à 7 spécifiquement, et non du rugby à 15. C'est une super question parce que c'est là-dessus qu'on se questionne aujourd'hui. De manière assez claire, les joueurs aujourd'hui les joueurs et les joueuses aujourd'hui qui ont joué les Jeux Olympiques cet été sont des joueurs et des joueuses qui sont sortis du circuit A15 depuis au moins 3 ans. Ce qui leur a permis, donc grâce au contrat de la fédération, pour les faire jouer plus qu'à 7, de vraiment développer des qualités physiques qui sont aujourd'hui assez facilement reconnues comme bien plus importantes qu'un joueur de 15, tout simplement, sans dénigrer 15, tout simplement qu'on est sur un jeu qui est différent. On couvre le même espace avec deux fois moins de joueurs, et simplement de par cette disposition, on a finalement des joueurs qui ont besoin de qualités qui sont différentes. En effet, donc des qualités de vitesse, des qualités de VMA, des qualités aussi de puissance qui sont importantes dans cette discipline. Qui nous amène donc à avoir des profils de joueurs qui sont beaucoup plus rapprochés que les profils à 15 où on a des avants qui sont vraiment différents des ailiers. Nous, à 7, on a des ailiers qui ressemblent fortement aux avants et parfois même des joueurs qui peuvent jouer devant et à l'aile. De cette façon-là, et donc c'est là que je vais essayer de répondre à ta question, c'est concernant la détection. L'idée, c'est d'essayer de faire venir les plus jeunes le plus rapidement possible dans cette discipline. On a commencé par essayer de recruter déjà des jeunes au Pôle France, donc des jeunes qui rentrent à Marcoussis à 18 ans. Dès qu'on voit qu'ils ont des profils intéressants pour cette activité et qu'ils ne sont pas happés par un club de top 14 qui n'ont pas franchement les mêmes moyens que la fédération, s'ils ne sont pas happés par ces clubs-là, on arrive à les mettre dans la filière assez tôt et de façon à ce qu'ils puissent s'aguerrir des compétences vraiment là pour le coup techniques de cette discipline qui sont franchement différentes du rugby à 15. Donc l'idée c'est d'essayer de les sortir de la filière rugby à 15 et objectif top 14 le plus rapidement possible pour les avoir le plus rapidement possible sur les contrats pro à 7 de la fédération pour essayer de les mettre le plus rapidement possible dans le même. Et concernant les filles, c'est un autre problème. Le milieu est encore amateur dans les clubs de rugby féminin et de cette façon-là, on a plus de facilité de les mettre sous contrat avec la fédération et de les faire travailler un peu plus que dans les clubs amateurs pour essayer de répondre aux exigences du niveau mondial. C'est d'accord. Mais du coup, quelle serait quelle stratégie, quels seraient tes choix, comment tu déterminerais tes choix en matière de contenu d'entraînement, en tout cas sur le plan physiologique, ouais, au regard de ce que tu viens de nous dire. D'accord. Donc en termes finalement d'application pratique, c'est ta question. Chez les garçons, avec des données du coup issues de ma thèse, et par empirisme aussi sur le secteur féminin, parce qu'on voit bien que le rugby à 7 féminin, le niveau est en train de tendre vers l'évolution que prend le rugby à 7 masculin. Du coup, on a fait ça un petit peu par empirisme. Et donc ça se traduit par différentes modalités d'entraînement. Je vais passer celles en salle de musculation, qui sont plutôt classiques, mais plutôt sur celles de terrain, où donc on met en place à la fois donc, des entraînements, moi j'ai pas la diapo, à la fois des entraînements rugby qui sont vraiment proportionnés, quantifiés et évalués au regard de l'exigence en match. Donc finalement on met des situations rugbystiques, on se débrouille pour qu'elles soient hyper intenses, c'est-à-dire que l'entraîneur va alimenter de plusieurs ballons pour faire augmenter l'activité et en tout cas surtout la distance relative parcourue par minute, donc ce qui reprend l'intensité. Et de manière un petit peu décontextualisée, et pour rejoindre ces travaux-là, on travaille avec pas mal de séquences de répétition de sprint sur vélo,
Ça nous permet un petit peu de décharger les joueurs et les joueuses qui ont l'habitude de parcourir de grandes distances sur le terrain. On les fait basculer sur des séances de vélo à base donc de répétitions de sprint, à l'image de ce qui est fait à la fédération de tennis sur du 6-24. On a des protocoles à 9 répètes, 3 minutes de récup et on fait 3 blocs. Pour justement essayer de venir jouer sur ces capacités tampons, qui nous paraissent importantes au regard des concentrations de lactate prises et des statuts acido-basiques que vivent les joueurs. Et sur un programme de formation du jeune joueur jusqu'à... Je pense que du jeune joueur, je vois pas trop de... Là comme ça à chaud, je vois pas trop de différence. Simplement sur le volume d'entraînement qui peut être régulé par rapport à l'accoutumance, aux habitudes, à l'accoutumance aux charges d'entraînement. Mais mis à part le volume d'entraînement, je vois pas ce qui va différencier réellement nos jeunes joueurs des pros. C'est juste qu'on va gérer plutôt le volume et la planification de ces séquences. Pour autant, tu précises qu'un travail anaérobie va quand même va bloquer certaines adaptations mitochondriales. Donc comment tu vas essayer de développer la capacité, l'entraînabilité, on va dire. Donc là on rentre dans un autre pan, c'est pas mes travaux, c'est ceux de Julien Robineau à la Fédération Française de Rugby. Mais en tout cas il a démontré donc, en effet un impact finalement des séances d'endurance avec les séances de force. C'est toute la difficulté qu'on a en termes de préparation physique, en termes de planification, d'autant plus quand on passe beaucoup de temps sur le terrain. Donc malheureusement il y a des moments où il faut faire des choix. Et donc c'est piloté donc, au regard des compétitions et des objectifs que se fixe l'entraîneur. Si la priorité elle est mise sur la technique, on va dire, sur le terrain, on va mettre l'accent là-dessus et on va peut-être utiliser ces moments-là plus propices pour travailler tout ce qui est force, etc. Et quand on sait qu'on a la main sur la partie énergétique, à ce moment-là, on va peut-être délaisser un petit peu le travail de force pure dont on a besoin quand même en rugby, et on va axer sur ces répétitions d'efforts intenses ou sur le terrain ou sur vélo, ça dépend des modalités qu'on a choisies, du moment, etc. Mais c'est une des difficultés qu'on a dans la planification de faire des athlètes bons sur la partie aérobie, bons sur la vitesse, bons sur la force, bons sur la puissance, parce que c'est toutes ces qualités-là dont on a besoin avec les athlètes, et c'est une des difficultés qu'on a dans la planification de l'entraînement. Dernière question, Rachel. Oui, j'avais une question claire. Dans les toutes premières diapos que tu as présentées, tu dis qu'il y a une partie du lactate qui passe vers les fibres de type oxydatif. Voilà. Et je voulais savoir si ça... Donc il y a une partie du lactate qui passe dans le réseau sanguin, et cette partie-là, c'est directement au sein du muscle. Alors, donc généralement c'est fibres rapides qui sont fortement sollicitées, ça n'empêche pas les fibres lentes d'en produire. Mais les fibres, un quadriceps, il y a des fibres lentes et des fibres rapides, et il n'y a pas nécessairement de petits vaisseaux sanguins partout. Et donc du coup, le lactate peut passer directement dans la fibre lente avoisinante, par gradient de concentration. Et donc ce pourcentage-là, alors là, pour l'estimer, en tout cas sur les efforts de haute intensité, c'est pas possible, il faut des états stables pour déterminer l'apparition, la disparition par isotope marqué pour déterminer les échanges de lactate. Donc, à 80%, voilà, le lactate qui passe dans le sang est réutilisé par le métabolisme oxydatif. Et dans ces 80%, tu as peut-être 5% qui est passé directement, mais ça va dépendre de la teneur en fibres lentes de ton muscle. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Notre prochain rendez-vous sera le 26 janvier. Bonne soirée à tous.